C'est toujours spécial un rendez-vous avec un immortel, surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer le temps qui passe. De ses origines dans une grande famille de peintres à sa consécration dans la petite famille de l'Académie française, Jean-Marie Rouart se prête au jeu des souvenirs, avec la Corse en toile de fond, avec ou sans filtre. Et bienvenue dans votre vie, Jean-Marie Rouart. Ah, formidable. Je vais me retrouver dans ma propre vie, alors. Exactement. On va la raconter, votre vie, à travers les photos marquantes. Oui. Et on va commencer avec le socle, la famille. Et le socle, je crois qu'il est là, non? Est-ce que je me trompe? Venez, approchons-nous. Alors, en effet, il s'agit là de la famille Rouart, la famille où Rouart. on est peintre de père en fils, voire de mère en fille. Hein. Oui. Vraiment, c'est là. Dans la famille, il n'y a pas de notaire, il n'y a pas d'ambassadeur, il n'y a pas de médecin. Il y a surtout des peintres. C'est vraiment la grande passion familiale, c'est la peinture. Et là, vous avez à l'extrême gauche ma tante Julie Manet, qui est la fille de Berthe Morisot et la nièce du peintre Édouard Manet, qui est avec sa cousine germaine, Janie, qui va épouser Paul Valéry. Et Paul Valéry, originaire d'Herbalunga, puisque son père était d'Herbalunga. Et puis à côté... Petit cousin d'ailleurs, Paul Petit Valéry. Petit cousin, bien sûr. Hein. Et puis vous avez mon grand-oncle, Ernest, donc le frère de mon grand-père. Voilà. Et on voit qu'au mur, il n'y a que des chefs-d'œuvre. Il y avait des chefs-d'œuvre partout. On ne parlait que peinture, à tel point que vous avez été élevé, on ne parlait que peinture dans la famille. Et puis, il y avait une particularité, c'est que vous ne pouviez pas trouver des oranges ou des pommes. Elles étaient réquisitionnées par les plupart de la famille. Pour faire des natures mortes. Pour faire des natures mortes. et puis, même votre temps était pris parce que vous serviez de modèle. Moi, j'ai servi de modèle à mon père un nombre incalculable de fois. On a beaucoup de tableaux de vous où vous dormez, quand vous dormiez, quand vous vous réveillez dans le lit. Mon premier souvenir, quand j'avais 6 mois, c'était une lampe électrique dirigée vers moi. Mon père était en train de faire mon portrait. Votre premier souvenir, tiens, votre papa, il est là. Augustin, venez, on s'approche. Voilà. Alors Augustin, lui, pour le coup, il va encore un cran au-dessus, c'est qu'il ne vit que pour la peinture, votre papa Augustin. Et votre papa, on voit qu'il y a moins de tableaux au mur. Hein. À la fureur de possession de vos arrière-grands-parents, il y a la fureur de la dépossession à cet âge-là. Tant et si bien que vous grandissez, vous ne grandissez pas dans un milieu aisé, vous. Hein? Non, c'est-à-dire que mon grand-père vit dans des conditions assez luxueuses, parce qu'il a beaucoup d'argent. Mon arrière-grand-père était alors là, très riche. Et chez ma tante Julie, c'était également beaucoup de moyens. Il y avait le château du Mesnil. Bon. Et mes parents étaient fauchés. Alors vraiment, mes parents étaient complètement fauchés. Et j'ai vécu, alors vraiment, avec les fins de mois difficiles. On était dans un petit appartement. Et moi, je bouillais un peu parce que je n'avais pas envie de vivre dans la médiocrité sociale. Et je trouvais que mon père aurait dû se remuer un peu plus pour gagner de l'argent. Vous avez une phrase, votre papa, il est tellement obnubilé par sa peinture que j'ai lu quelque part dans une de vos œuvres, vous êtes le père de votre père. Oui, parce que mon père était une sorte de poète de la peinture, il vivait dans un autre monde, et l'hérédité ne l'intéressait pas. Alors la réalité qui consiste à gagner de l'argent, ça ne l'intéressait pas, et surtout, en ce qui me concerne, il rêvait. Moi j'étais, je dois l'avouer, assez nul en classe, et il voulait à un moment que je devienne ébéniste, parce qu'on avait eu un ancêtre, Jacob Desmalter, qui était ébéniste. Et moi, j'ai dit non, je veux poursuivre des études. Et c'est là que je me suis rendu compte que mon père vivait dans un rêve. Voilà. Et là, j'ai dit cette phrase, je suis le père de mon père. Votre maman, qu'on va regarder là. Alors, votre maman, magnifique maman, votre père n'a pas arrêté de la peindre, même quand il y avait des disputes, d'ailleurs, il la peignait. Mais j'ai beaucoup lu vos œuvres, vous n'en parlez pas trop de votre maman. C'est un peu, j'ai l'impression, le personnage absent de votre œuvre. C'est le personnage absent parce que c'est un peu comme une mère corse. Elle était tellement importante que j'en ai parlé très légèrement, mais elle a été essentielle. Elle a été essentielle parce que elle m'a donné cet amour extrême. Moi, j'ai jamais reçu une paire de claques. J'ai jamais reçu une fessée. Si j'en parle pas tellement dans mes livres, c'est parce qu'elle est profondément en moi. Et j'ai l'impression depuis sa disparition, qu'elle a complètement intégré ma personne. Et quand je vis certaines choses, j'ai l'impression de revivre
des choses de ma mère. Par exemple, elle adorait la cuisine. Par exemple, quand je rentre, je vois des odeurs de cuisine, des parfums de la cuisine, j'ai l'impression de retrouver l'ambiance de ma mère. Alors à côté. Mais on va parler encore un petit peu, peut-être un petit peu cuisine, parce qu'il se passait quelque chose justement de ce côté-là. Inexplicablement, je ne sais pas pourquoi, vous allez me l'expliquer. Oui. À 4 ans, vous vous retrouvez avec ces deux personnes, à Noirmoutier, Oui. abandonnées. Oui. Oui. Alors, bizarrement, cette mère qui m'adorait, et Oui. ce père qui m'adorait aussi, parce que j'étais très aimé par mes parents, ont décidé de me confier à des pêcheurs de l'île de Noirmoutier, des pêcheurs qu'ils connaissaient d'ailleurs. Jeanne et son mari, japonais, étaient des gens d'une bonté. Et vous savez, très souvent, quand les gens disent que je suis un peu snob, que j'ai fréquenté des gens, je dis, mais écoutez, moi j'ai vécu avec des pêcheurs de Noirmoutier, chez lesquels il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas d'électricité. On allait chercher l'eau au puits, voilà. Et j'étais parfaitement heureux, et j'ai adoré ces gens. Et c'est vrai que ça m'a, vous comprenez, de passer de ce milieu de l'impressionnisme, de ce milieu des grands peintres, de ce milieu très cultivé, enfin, la culture est énorme, avec à la fois mon grand-père qui était éditeur, et de me retrouver avec des gens très simples, eh bien, ça a été à la fois un choc, mais en même temps, j'ai compris que la vie était tissée par ces deux aspects. Il y avait les gens qui étaient riches culturellement, puis il y avait les gens qui étaient pauvres, mais qui étaient aussi merveilleux. Et certainement, vous savez, quand plus tard j'ai pris position en faveur d'Omar Haddad, le jardinier marocain, j'ai certainement pensé à ses parents adoptifs, avec lesquels je suis resté quand même 4 ans. Et parce que je me suis dit, s'ils avaient eu un problème avec la justice, ils auraient été complètement perdus. Et en défendant Omar Haddad, c'est un peu eux que j'ai défendu. D'accord. Allez, image suivante. Photo, la dernière photo de ce plateau. Elle est un petit peu plus loin. C'est vous, là. Ah oui, oui. C'est vous à l'adolescence. Et on va le dire vite fait. À l'adolescence, j'ai fait exprès de mettre une photo où vous regardez l'horizon, Oui. parce que vous ne savez pas trop où vous en êtes, justement, à l'adolescence, quand même. Hein. Eh bien, écoutez, je vais être, Luc, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec vous, parce que très tôt, vers l'âge de 13 ans, 14 ans, j'ai su que mon ambition, qui ne serait peut-être pas jamais réalisée, ça serait d'être écrivain. Déjà, et je me souviens très bien parce qu'on m'avait fait passer un examen, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, pas très bon en classe, même assez nul, on voulait me faire engager dans les petits chanteurs à la Croix de Bois. Et là, on m'a fait passer un examen et le professeur m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» J'avais 13 ans. Et j'ai dit « Je voudrais devenir écrivain. » « Vous voulez devenir écrivain ?» Eh bien, il faudra commencer par faire moins de fautes d'orthographe. Eh bien, on va voir, justement, comment vous allez devenir écrivain, comment vous allez quitter Noirmoutier vers un destin national, voire international. C'est dans une petite pièce que ça se passe. On va se retrouver tous les deux bien tranquilles assis. Vous me suivez? Ah, je vous suis. Allez, on y va. Prenez place, Jean-Marie, Merci. et laissez-vous guider. On vous a quitté sur une plage à Noirmoutier, adolescent, en sachant que vous vouliez être écrivain, hein, vraiment, et on vous retrouve là, Oui. Figaro littéraire. Figaro littéraire, avec l'éditorial, Jean-Marie Rouard. Vous avez parlé, vous n'avez pas eu votre bac, vous avez eu du mal à avoir votre bac. Vous l'avez eu au bout de combien de fois, votre bac? J'ai eu, là vous abordez des sujets, vous m'humiliez là. Eh bien j'étais un très mauvais élève et j'ai eu mon bac, il y avait 2 bacs à la 5e reprise. Mais il faut dire que ce n'était pas le bac d'aujourd'hui. Si j'avais passé le bac d'aujourd'hui, je crois que j'aurais peut-être même eu une mention. Alors, c'est un mystère parce que beaucoup de gens me disent, je crois que j'étais normalien. Et en effet, je ne comprenais rien. Quand j'étais en classe, je vivais dans un nuage, je ne comprenais rien, j'étais dans la lune. Eh bien, vous commencez par le journalisme, vous ne commencez pas par la littérature. On va revenir sur la littérature. Un petit mot sur le Figaro littéraire. Vous allez rester combien de temps au Figaro littéraire? 20 ans. 20 ans. 20 ans au Figaro. 20 ans, mais j'avais été au Figaro une fois précédente. Politique. Aussi, pendant 7 ans, j'étais entré en 67 et j'étais obligé de partir en 75. Obligé de partir après un coup de poignard d'un de vos amis qu'on va retrouver tout à l'heure, qu'on peut citer?
Oui, mais c'est pas vraiment, si c'est le même au comité de télévision, si c'est Jean d'Ormesson, Oui. c'est pas un coup de poignard, c'est un désaccord à la fois politique, général, sur le journalisme. Et donc, après le journalisme, eh bien, on va voir ça. La fuite en Pologne, votre premier roman publié, parce qu'à 18 ans, vous en avez écrit un, qui a été refusé par combien de maisons d'édition? Je crois 13. 13 maisons d'édition qui l'ont refusé. Donc, du coup, vous êtes plus dans le journalisme. Et Voilà. puis, à 30 ans, qu'est-ce qui se passe à 30 ans? Eh bien, je publie mon premier roman. Alors ça c'est une date. C'est vraiment, vous savez, dans une vie, il y a la naissance, il y a peut-être le mariage aussi qui est très important. Enfin, pour moi, vraiment, ma véritable naissance, ça a été d'avoir publié mon premier livre en 1974. Et j'ai eu le sentiment vraiment d'être dans le monde, dans la chevalerie à laquelle je désirais depuis toujours appartenir. Parce que j'aurais pu me passer du journalisme. J'aurais pu me passer du journaliste. Mais je crois que si je n'avais pas été écrivain, je crois que je ne serais plus de ce monde. Parce que j'avais besoin de la littérature pour exorciser un certain nombre de démons. Voilà, c'était vraiment une nécessité. Mais dès le début, là, le portrait d'un adolescent qui se cherche une famille un petit peu ailleurs. Et puis, il y a aussi les amours adolescentes, les blessures adolescentes. Et dès le début, on voit que pour vous, l'amour réciproque n'est pas possible. Il y a une grande histoire d'amour avec l'amour, vous. Hein. Oui, je crois qu'il y a surtout dans ce premier roman l'amour comme un rêve. C'est-à-dire ce rêve de l'amour impossible. Et puis ces personnages d'étrangères qui est dans l'héroïne s'appelle Katia Svalen. Et je crois qu'il y a ça, et le désir de la fuite, voilà, qui apparaît dans beaucoup de mes livres. Mais vous avez un problème avec l'amour quand même, Jean-Marie. Tout le monde a un problème avec l'amour. Tout le monde, vous savez, l'amour, c'est beaucoup plus que l'amour, comme a dit Jacques Chardon. L'amour, c'est la vie, et c'est la construction de la vie. Alors les gens qui se contentent d'amour médiocre, c'est parce qu'ils ont une vie médiocre. Je crois que tous les grands écrivains, regardez Balzac, regardez Stendhal, même à la Chateaubriand ou Proust, je crois que l'amour, c'est vraiment l'idéal de la vie qu'on projette. C'est quelque chose, c'est un peu comme Dieu. Dieu, on s'imagine que Dieu va tout résoudre, et bien on s'imagine très souvent que l'amour va tout résoudre et va vous apporter cette chose merveilleuse, mais tellement difficile à atteindre, qui est le bonheur. Et vous l'avez rencontré, le véritable amour, le bonheur, tout au long? Écoutez, j'ai rencontré beaucoup de femmes exceptionnelles, merveilleuses. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, j'ai eu beaucoup de chance, parce que je suis tombé sur des femmes exceptionnelles, même quand elles m'ont fait horriblement souffrir. Parce que je suis tombé sur des femmes fatales, terribles. Eh bien tiens, celle qui suit. Est-ce qu'on peut la considérer comme la légende dit que ça a été votre maîtresse, Paul de Beaumont, ou pas? Alors, non. Grand amour ou pas grand amour, non? On rétablit une vérité. On m'a prêté, en effet, une liaison avec Paul de Beaumont. Parce qu'elle était avec son mari, en plus. Elle était avec son mari. Et c'était une liaison amicale. Okay. Il faut dire qu'elle avait quand même 40 ans de plus que moi. Mais fondatrice oui. Parce que Paul de Beaumont va vous faire découvrir la Corse dans les années 60. C'est vrai. Ce qui fait que vous êtes venu en Corse, vous êtes en Corse depuis plus longtemps que moi. Hein, ça fait maintenant 50 ans que vous venez régulièrement en Corse. Diapositive suivante. Il vous parle, lui? Lui, c'est Jean Guiton. Parce que assez rapidement, vous allez avoir une ambition, en plus de trouver l'amour absolu, c'est de rentrer à l'Académie française. Et ce Jean Guiton était académicien, immortel à l'époque. Et pour être académicien, en fait, il faut faire une espèce de campagne électorale. Hein. C'est d'aller voir chaque académicien et lui dire « Tu ne veux pas voter pour moi ?» C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Oui, c'est un peu plus compliqué. Mais alors, je vais vous dire, là encore, c'est venu de la Corse. Parce que j'allais chez Jean d'Ormesson en Corse et qu'il y avait que des académiciens. Donc, c'est vrai que l'idée m'est venue de ne pas être le seul dans la petite classe et de rejoindre la grande classe. Et avec Jean Guiton, justement, vous allez faire un petit peu votre visite académique, on appelle ça une visite académique. Et Jean Guiton, vous avez noté sur votre fiche, il faut absolument lui parler de sa peinture, il adore la peinture. Parce que en fait, ça ne va pas se passer comme vous l'imaginiez. Ça, c'est intéressant. Il y avait un de mes amis qui était académicien, qui s'appelait Pierre Moineau, qui était adorable, et qui m'a dit, vous vous présentez à l'académie, je vais vous donner mes anti-sèches, vous savez, comme en classe, pour passer les examens. Et il m'a dit, en ce qui concerne Jean Guiton,
il faut surtout lui parler, ne pas de philosophie, de religion, c'est un grand écrivain catholique. Parlez-lui de sa peinture. Bon, alors, je vois l'affiche, j'arrive chez lui, et il était installé, c'est un vieux monsieur, il avait 95 ans, et je vois sur les murs sa peinture horrible. Et j'avais beau être un terrible arriviste, je me dis, je peux pas. Ça, je peux pas. Et donc, je lui dis, vous avez écrit un article sur la Vierge Marie qui était merveilleux. Alors, il m'écoute. Je lui dis, la Vierge Marie, c'est formidable. Et puis, son fils, enfin bref. Et puis, d'un seul coup, il me dit, c'est embêtant. Je lui dis, pardon, maître, qu'est-ce qui est embêtant? Vous m'avez parlé de mes articles. Je m'en fiche complètement. C'était de ma peinture dont il fallait me parler. Malheureusement, maintenant, c'est trop tard. Alors, je fais une marche arrière, j'essaie de parler de la peinture. Enfin, voilà. C'est trop tard. Mais alors, la fin de l'entretien, c'était assez drôle. Il me dit, vous savez, j'ai hâte de mourir. Je dis, ah, pardon, mais pourquoi avez-vous hâte de mourir? J'ai hâte de mourir parce que quand je me suis présenté à l'Académie, Daniel Rops a dit qu'il voterait pour moi. François Mauriac a dit qu'il voterait pour moi. L'un des deux a menti. Eh bien, là-haut, je vais le savoir. Bon, je ne sais pas si vous avez eu ça. Vous le savez si vous avez eu sa voix ou pas, d'ailleurs? Sûrement, parce que c'est un Parce homme... que quoi qu'il en soit, vous il aimait retrouvez bien, oui. avec Et la je vie pense que- d'académicien. Mais vous savez, une fois que vous êtes élu, l'erreur, ça serait d'essayer de chercher qui a voté pour vous, qui n'a pas voté pour vous. Il faut, et même, moi je vais vous dire, même quand j'ai été battu, parce que comme pour le bac, j'ai mis quand même 5 ans pour... tout en étant, j'ai réussi à être le plus jeune. Eh bien, il ne faut pas chercher. Ce qui est important, c'est finalement, c'est qu'il y a un moment où l'Académie vous a choisi. Voilà. Au bout du cinquième essai. Ouais. Mais votre idole, Balzac, lui... Ah ben, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs. Quand j'ai été élu, on m'a dit, alors vous êtes heureux maintenant? J'ai dit non, je suis inquiet. On m'a dit, mais pourquoi êtes-vous inquiet? J'ai dit, je suis inquiet, j'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Et ça vous rend heureux. Oui, vous retrouvez votre ami, Voilà, Jean d'Ormesson. et Dominique Bonnat. qui est Et aussi Dominique une amie. Bonnat. Alors, ça, c'est la photo où, effectivement, vous vous marrez. Mais c'est cette photo qui m'intéresse, moi. Voilà, l'Académie, c'est quand même ça. C'est pas que la rigolade. Et vous le dites dans votre discours quand vous arrivez. Vous dites que, en fait, eh ben, c'est un sentiment d'irréalité qui s'empare de vous. Vous vous demandez tout bonnement si vous êtes à votre place ici. Oui. Il y a un peu un manque de... Mais je me C'est quoi? C'est un demande manque d'estime de soi. Toujours, non. Non, je me suis dit, surtout, je me suis pincé. Je me suis dit, quand je pense que j'ai raté mon bac, quand je pense que vraiment, je suis un écrivain qui a eu tellement de... Mon premier roman a été refusé par 13 éditeurs. Je me suis dit, c'est tellement romanesque. C'est tellement romanesque de me retrouver avec Jean d'Ormesson, que j'avais connu très jeune, avec Michel Déon, que j'avais été voir en Grèce en 1969, et de me retrouver au milieu de tous ces géants, de Lévi-Strauss, de tout ça. J'avais le sentiment du romanesque. Mais donc, quand vous vous retrouvez là, vous prenez conscience que vous êtes porté par quelque chose de plus fort que vous? C'est ça qui vous rend un petit Non, peu... je me dis c'était mon destin. Voilà, c'était mon destin. Après tout, j'ai écrit un certain nombre de livres. Et puis, mon destin, c'était de retrouver mes amis. Parce que l'amitié a joué un très grand rôle. Alors, comme disait Jean d'Ormesson, il me disait tu es un arriviste sentimental. C'est-à-dire, On va en reparler. On va en reparler de votre ami Jean d'Ormesson. C'est peut-être le grand amour de votre vie d'ailleurs. Mais vous me direz ça tout à l'heure dans une autre pièce. Avant cela, quand vous êtes là, eh bien, il n'y a plus lui. Ah oui. Lui, c'est votre papa, c'est Augustin. Augustin, il ne vous voit pas rentrer à l'Académie française. Il meurt 3 jours avant. Oui, il meurt 3 jours avant. Mais disons, mon désir, mon arrivée, ce que j'appelle mon arrivée, qui est en fait mon ambition, de jouer le jeu de la société, est venu certainement du fait que mon père avait refusé de jouer ce jeu, qu'il avait accepté toujours d'être un perdant socialement, j'entends, de ne pas vendre ses tableaux, de ne pas faire d'exposition, de ne pas être reconnu dans son art. Parce que votre papa, il va peindre presque jusqu'au bout. Hein. Là, on le voit au Louvre, où vous refusiez de l'accompagner d'ailleurs. Hein. Vous n'avez pas un petit regret quand vous voyez cette photo? Parce qu'il vous disait de venir avec lui en balade, et vous disiez, oh non, papa, je viendrai une autre fois. Il voulait surtout m'emmener au Louvre. Et moi, j'en avais assez qu'on me parle de la peinture. Voilà. Et donc, finalement, pas de regret finalement qu'il n'ait pas assisté finalement à votre... Non, parce qu'il avait tellement confiance dans ce que je faisais. Et puis surtout, sa joie, c'était que j'ai poursuivi dans le domaine de l'art. Voilà. Lui, il a été peintre, je continuais dans la littérature. Et pour lui, voilà, c'était la transmission de l'esprit était assurée. Eh bien, poursuivons dans la voie de l'art, mais dans une autre pièce, si vous le voulez bien, Jean-Marie. Il va falloir me suivre. Allez, venez avec moi.
la dernière pièce, donc, Jean-Marie. Très simple, il y a des écrans, on va découvrir un peu ce qui se cache derrière. Ça vous va? Ah, je suis très curieux, oui. Ben, il y a vous derrière, hein. Vous pensez bien. Il y a vous sur cette belle photo, mais moi, quand je vois cette photo, on a l'impression que c'est vraiment un métier solitaire d'être écrivain. C'est pas un métier, c'est une passion. Et c'est pas une passion solitaire parce que on est au contact avec tellement de génies qui vous écrasent, mais tellement de gens merveilleux qu'on n'est pas dans la solitude. C'est une solitude très peuplée, peuplée de lumière. C'est comme sous un ciel étoilé. Vous voyez toutes ces étoiles, c'est merveilleux. Alors justement, les lecteurs en ce moment, eh bien, ils sont plutôt sur ce livre-là. C'est votre dernier ouvrage, La vérité sur la comtesse Berdaïev. Il marche bien, bien accueilli par la critique. Vous avez pris un peu la trame historique, hein, c'est une Russe blanche, Oui, oui. Hein, une Russe blanche qui arrive et qui va un petit peu trop pour soigner son mal de vivre, qui a été chassé de la Russie bien sûr, se vautrer dans le plaisir et ça va lui créer quelques soucis. C'est ça un petit peu l'histoire. Oui, on en revient toujours là quand même. Non, Hein. mais elle ne va pas se montrer dans le plaisir. Moi, ce que j'aime, c'est trouver des circonstances atténuantes à tous mes personnages et essayer de la défendre. Moi, j'ai un fond d'avocat, si vous voulez, et j'essaie de les défendre au nom de la vie, au nom de cette terrible tyrannie de la vie qui, quelquefois, vous oblige à faire des choses qu'on n'avait pas du tout envie de faire. Et mon héroïne devient une courtisane, mais ce n'était pas son goût. Elle a été accablée par les circonstances. À découvrir donc. Mais la vie, elle est des fois difficile et puis des fois elle est facile. C'est ici que ça se passe. C'est vos résidences quand vous venez en Corse, là. Oui. Hein? Là, c'est du côté de Saint-Florent, j'étais chez Pauline de Beaumont. Là, c'était le couvent d'Alciprato avec les Agnelli. Vous êtes venu pendant des années. Et puis un jour, hop, je vais y arriver, voilà. Vous avez décidé d'acheter cette maison-là. Pourquoi on n'était pas mieux chez les autres? Elle est en meilleur état, là. Oui. C'était au début. Là, elle était en meilleur état. Qu'est-ce qui vous a pris d'acheter votre maison Bien, écoutez, c'est une voyante. Un jour, il y a une voyante qui m'a dit, une de vos amies va vous indiquer une maison et puis vous allez l'acheter. Il y aura énormément de vent et vous serez entre la montagne et la mer. Et en effet, une de mes amies m'a indiqué une maison et puis je suis arrivé, il y avait un vent mais terrible, terrible, c'est le Cap Corse. Vous savez. Et là, cette maison, il y avait une raison. C'est que j'avais plein de livres que je ne sais pas où mettre à Paris. Et j'ai fait transporter dans ma maison 2 tonnes de livres. C'est un entrepôt en fait. Et elle située où cette maison? Elle est située à Figarella, dans le Cap Corse, au-dessus d'Erbalunga. Et on vous y voit souvent. Hein. Vous y avez passé tout votre été. Oui. Dernier écran, si vous le voulez bien. Vous ne serez pas étonné. Moi, vous savez, j'ai un très grand don pour l'admiration. J'ai adoré admirer. Et Jean d'Ormesson m'a rendu, pas de l'admiration, mais il m'a rendu de l'estime. Et je dois dire, pendant 50 ans, alors on a eu des broutilles au moment de Figaro, quand il était directeur du Figaro, et que moi j'étais à la Société des rédacteurs, on ne s'est pas entendu, j'ai oublié de partir, on s'est brouillé pendant 2 ans, mais ça c'était en 77. Mais ce qu'il y a d'intéressant, parce que vous avez déjà tout dit sur votre amitié, on ne va pas revenir là-dessus. Ce que vous avez peut-être un petit peu moins dit, c'était que si vous deviez refaire votre vie aujourd'hui, vous oseriez un petit peu plus, parce que les grands hommes comme d'Ormesson, ils sont facilement abordables. Et quand vous étiez jeune, vous n'osiez pas aller leur parler. C'est très juste. Et s'il y a un conseil que vous pourriez donner, c'est ça finalement. Alors, vous croyez que je vais recommencer ma vie? J'aimerais bien. Vous pouvez donner des conseils. Mais surtout, il y a tellement de dames que je n'ai pas osé aborder. Et finalement, je me suis rendu compte en vieillissant qu'il fallait toujours oser. Parce que quelquefois, il y a des femmes qui vous attendent et vous ne venez pas. Et des invités, regardez, moi j'ai osé vous appeler pour venir dans l'émission et vous venez finalement. Voilà. Dernière, et elle n'est pas rigolote, c'est l'hôpital d'Ajaccio. Ouais. Et vous savez pourquoi je vous montre cette photo? Ah ben oui, parce que c'est là qu'on m'a sauvé la vie. C'est l'hôpital d'Ajaccio où j'ai été opéré par M. Mattei, le docteur Mattei, qui était formidable, qui m'a vraiment mis des stents. Et je dois dire, je dois remercier aussi le médecin de Sagone, parce que c'est lui qui a diagnostiqué ma crise cardiaque, et j'ai été sauvé in extremis. Qui fait que quand je viens en Corse, j'ai l'impression c'est ma nouvelle vie, une vie que j'ai en plus, en rabio. Vraiment, j'aurais dû laisser mon corps en Corse. Ça aurait été pas mal aussi d'être enterré en Corse. Non, mais là, vous laissez votre corps, mais vivant en tout cas. Voilà. Donc, merci à l'hôpital d'Ajaccio. Allez, on finit l'émission, vous savez, c'est une coutume dans l'émission, par un petit selfie. Oui.
Alors, je vais mettre à côté de vous. Vous laissez guider. Vous en faites des selfies ou... Selfie, Avec les on filles. m'en demande, même si je ne suis pas une gloire nationale comme Jean d'Ormesson, de temps en temps, il y a des gens qui me demandent de faire des selfies. Allez, vous souriez. Et voilà. Formidable. Merci, Merci à vous. Luc. Maître. Merci Luc. Je finirai en disant, parce Merci, qu'on Luc. appelle maître. Hein, les On gens dit qui ce qu'on sont- veut. Jean-Marie ou mon chéri, si on veut. À bientôt, en tout cas. À bientôt, merci. Au revoir.